Ce webinaire. Je vous laisse le temps de vous connecter. On a 3 minutes de retard. Pardonnez-nous. On était en pleine discussion sur notre sujet du jour. Vous l'avez compris, vous êtes très nombreux ce matin. Vous l'avez compris, donc c'est le dispositif de certification. Alors, celui qui concerne le domaine DPE et son extension audit, on ne parlera pas forcément de l'autre qui concerne les autres domaines, qui pose un peu moins de soucis en ce moment en tout cas. Mais ce dispositif DPE et audit inquiète beaucoup la profession depuis son entrée en vigueur au 1er juillet. Et dès le mois de juillet, on a eu des retours assez médiocres, voire assez alarmants sur certains points de ce dispositif qui inquiète donc divers acteurs, les diagnostiqueurs, vous qui êtes les plus et directement concernés, bien sûr, et puis vos fédérations qui vous représentent, les OF, les OC. Alors, on va faire un point sur cette actualité de ce dispositif et on a justement, j'ai la chance d'avoir avec moi les trois représentants de ces trois types d'acteurs justement dont je parlais. Nous sommes notamment avec Céline Jacquemart. Bonjour Céline. Bonjour. Responsable ODI ou saisie certification. Nous sommes également avec Valérie Keller. Bonjour Valérie. Bonjour Alain, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, directrice d'ASE Formation. Avec Voilà. plaisir. Bonjour Antoine, que je salue. Voilà, n'hésitez pas, comme Antoine, à utiliser le chat, que je ne vais pas préciser. Et puis, nous sommes également avec Frédéric Lecordier. Bonjour Frédéric. Bonjour Alain, bonjour à tous. Merci également d'avoir pris le temps, référent technique à la CDI FNEM, la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de la FNEM, et aussi d'ailleurs examinateur pour des OC qui ne sont pas, je crois, le saisie certification. Voilà. Je précise. Voilà, pour les présentations, donc on va évoquer ce dispositif et surtout évidemment les problématiques. Vous avez évidemment tous vu, lu, entendu les différentes alertes qui ont été lancées ces dernières semaines sur ce dispositif. Alors, on va faire un peu le point sur ce qui bloque ce dispositif DPE audit. C'est évidemment un contexte un peu délicat puisque nous avons au 1er janvier, notamment sur l'audit, un marché important qui se profile avec les logements classés E qui vont maintenant être concernés par l'audit énergétique. Donc, évidemment, le contexte n'est pas forcément très favorable pour avoir une offre importante d'audit à partir du 1er janvier si vous, les diagnostiqueurs, perdez ou voyez votre certification suspendue ou retirée ou si les nouveaux diagnostiqueurs n'arrivent pas à se certifier également. Donc évidemment, on a une vraie problématique. On va aussi parler, je vais donner la parole ensuite à mes trois invités, mais on avait une réunion hier à la DHUP. Alors, aucun de nous quatre n'y était présent, mais on a des informations évidemment ce matin, avec la DHUP, avec Monsieur Caron, donc c'est le niveau plus de la DHUP. Donc, on va faire aussi un point sur ce qui s'est dit sur les éventuelles solutions qui ont été suggérées par la DHUP pour essayer de régler un peu ces différentes problématiques. On va démarrer. N'hésitez pas, donc comme je disais avec le chat, bonjour à tous, bonjour à ceux qui voilà, me disent bonjour, Gladys, Antoine, etc. Pardon, n'hésitez pas à utiliser ce chat pour nous dire bonjour, mais surtout pour poser vos questions, faire des commentaires. On essaiera de garder un œil sur ce qui se dit sur le chat. On prendra un petit peu de temps à la fin, voire même pendant les propos de nos invités pour réagir sur ce que vous nous dites. Voilà, bonjour Patrick. Voilà. Patrice, pardon. On va démarrer un peu. Je vais démarrer peut-être par Céline Jacquemart, qui est peut-être la plus concernée en tant qu'OC avec ce dispositif de certification par définition. On a eu l'occasion d'en parler, Céline, et puis évidemment, vous faites partie, je ne l'ai pas précisé, de l'AOCP. Le saisie certification fait partie de l'AOCP, qui est une association, l'association des organismes de certification de personnes, qui regroupe, je ne sais plus, 8 ou 9 ou 10, 8 OC, ça 8, représente à peu près 75% des voilà. organismes de certification. Voilà, accrédité par le COFRAC, effectivement, donc c'est évidemment une voie importante. Donc, c'est aussi cette casquette-là qui est intéressante pour nous aujourd'hui, puisque la OCP avait alerté depuis le 1er juillet à la DHUP sur ces problématiques. Donc, quelles sont un peu rapidement les grandes lignes de ces problématiques qui inquiètent beaucoup les diagnostiqueurs, enfin en tout cas la profession sur ce dispositif? Céline. En fait, au niveau des épreuves par elles-mêmes, que ce soit DPE ou audit, on a
enfin, on a fait un petit calcul, il y a à peu près plus de 95% d'échecs pour la partie théorique des QCM. Et il faut savoir également que cette base de données, pareil, un DPE audit, a été communiquée par la DHUP. Mhm. Donc, le principe, c'est qu'ils nous ont donné le nombre de questions à donner aux candidats, le pourcentage de réussite, c'est-à-dire avoir plus de 75% de bonnes réponses, soit plus de 15 sur 20. Mhm. Et à ce jour, ce n'est pas le cas. Mhm. Donc, a été adressé à la fois à Monsieur Caron et toutes les personnes qui, depuis un certain temps, nous font des comités pour pouvoir nous dire les exigences réglementaires. On leur a signifié qu'à la fois, donc, ces fameux QCM, les formulations des questions étaient tout à fait différentes de l'une à l'autre, puisque pour les DPE, par exemple, il a été pris la base de données de tous les OC et ils ont répertorié les questions plus pertinentes pour pouvoir passer ces examens. Et il y a également des photos qui sont illisibles Mhm. et la durée du QCM est vraiment très courte. Voilà, c'est on va dire, Oui, l'objet c'est principal qui le a été cœur. adressé à la DHUP. Oui, effectivement. Mhm. Euh, Peut-être, Frédéric, on parlait aussi des tutorats, hein, parce que on a assisté on assiste à un sorte de concours Lépine du tutorat, là, en ce moment, j'ai l'impression, où chaque OF voit ce tutorat fonction de ses modalités propres. Alors, on a des tutorats collectifs, on a des tutorats en visio, mixtes, sur une journée, sur une demi-journée. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Frédéric? C'est aussi voilà, un point problématique là, sur le dispositif, hein. Mm. Ah oui. Alors, pour rebondir en même temps sur les fameuses questions théoriques et après pour parler du tutorat, Ouais. Mm. on a surtout alerté sur le fait qu'il n'y avait pas d'uniformité de langage dans l'ensemble des questions, qui posait aussi beaucoup de Mm. problèmes Oui. dans la lecture et de la compréhension, puisque c'était un amalgame de différents questionnaires et différents langages de l'ensemble des dossiers, et que tout le monde ne parle pas toujours de la même manière. Mm. Voilà. C'est ça. Et ça, ils ont été d'accord, ils l'ont quand même reconnu après moult tentatives. On sait que c'est pas, avec les organismes de certification, on sait aussi que c'est pas forcément toujours évident de remettre en question des choses quand on les a déjà divulguées, malheureusement. Au niveau du tutorat, en effet, il y a différentes interprétations qui sont faites, faisant aussi de la certification d'organismes de formation qui ont demandé donc l'extension en tutorat pour un autre organisme de certification, sachant qu'il y en a deux, il n'y a pas beaucoup le feu en ce moment. Mm. On s'aperçoit qu'il y a aujourd'hui de grosses dérives sur ce tutorat. Nous, on alerte au niveau de la fédération quand on nous pose la question sur les exigences de l'arrêté. Les exigences de l'arrêté, c'est simplement d'aller sur deux sites du tutoré avec un tuteur mandaté par l'OF. Mm. Voilà. Quand c'est multiple, formé avec un tuteur ou du distanciel, pour nous, ça ne répond pas aux exigences de l'arrêté. Puisque de toute façon, par la suite, il faut bien savoir que le tutoré devra déposer son rapport à l'ADEME et que c'est une mission du tutoré. Mm. D'accord? Donc voilà, c'est assez, pour nous, c'est assez clair. Ce qui était problématique et ce qui avait posé souci aussi, et on en a discuté aussi avec les organismes de certification, les organismes de formation, c'était la formation et les exigences concernant le tuteur. Mm. Au Ouais. moment où il est marqué dans les arrêtés que ce dernier Mm. doit être certifié Mm. et expérimenté. On a des difficultés comment ça s'appelle, pour les tuteurs qui sont des formateurs de conserver une certification active. Donc là-dessus, la DHUP a répondu, comme quoi, oui, si c'est un formateur, à ce moment-là, il n'est pas obligé d'être certifié le jour de la mission. C'est ce qu'il a répondu, ce qui n'est pas totalement dans le texte, mais bon, du coup, on applique cette directive. Par contre, si le tutoré n'est pas un formateur, à ce moment-là, oui, il doit justifier de 5 ans dans le domaine concerné du tutorat et être certifié au moment du tutorat concerné. C'est-à-dire avec mention s'il concerne la mention ou sans mention s'il concerne la sans mention. Voilà. Mais c'est vrai que aujourd'hui, et je le vois bien, les organismes pour lesquels j'ai été faire de la certification vont debout parce qu'ils s'insurgent par rapport aux pratiques de certains qui Mm. interprètent
La DHUP est au courant, est alertée. On attend leur retour là-dessus pour que ce soit vraiment très clair, parce que c'est vrai que dans l'arrêté, c'est quelques lignes simplement. Et c'est pourtant quelque chose de très important et qui, à la base, était, entre guillemets, une journée dans le projet. C'était bien marqué une journée. Cette journée a été retirée. Mais dans le projet, c'était bien une journée de mission. Ouais. Voilà. Avec des tarifs très différents, évidemment, selon les OF, avec des modalités Quand on différentes, hein. mutualise le coût, forcément, on a Oui, des voilà. tarifs qui sont, mais au final, Voilà, c'est donc beaucoup plus évidemment, rentable, je dirais. là aussi, ça doit rendre perplexe un peu certains certifiés ou futurs certifiés. Valérie, vous me disiez hier que vous aviez des stagiaires un peu paniqués, on peut le dire, hein, voilà, qui reçoivent des informations un peu contradictoires, etc. Bon, je crois que tout le monde est un petit peu perdu, enfin en tout cas une grande partie là. Quel est un peu votre retour justement là, parmi vos stagiaires? Alors, ben déjà, tout d'abord, je pense que c'est normal que les gens de la profession soient perdus. On est en Mm, train de remettre à plat et de recadrer un certain nombre de choses. En tout cas, le législateur veut ça. mm, Et on doit s'y conformer. Donc, ce soit les OF, les organismes de formation, les OC ou les diagnostiqueurs. mm, Nous, on est dans les textes. On est obligé de les suivre. On est certifié au FDI ou au FDTI en tant qu'organisme de formation. Donc, on a la connaissance des choses. Les OC, ils sont COFRAC. On a la même règle. Les diagnostiqueurs, ils ont des obligations de veille. Et pour autant, bah, ils sont perdus parce que ces derniers mois et cette dernière année et puis 2 ans, ça s'accélère en fait. mm, Ça s'accélère et ils n'ont pas le temps nécessairement d'appréhender tous ces changements. Donc, ils prennent l'information, ils prennent des raccourcis. Forcément, ils sont dans leur quotidien, ils réalisent des diagnostics. Alors moi, j'ai cette expérience-là puisque j'ai fait 18 ans dans le métier du diagnostic. On en a parlé encore hier. Aujourd'hui, je suis à la tête d'ASE Formation. Je découvre depuis quelques années maintenant, mais ce monde de la formation. Et je pense que notre devoir en tant qu'OC, en tant que syndicat et en tant qu'organisme de formation, c'est effectivement de les informer et d'essayer de clarifier un peu les sujets. C'est pour ça qu'on est là. Donc, mon sentiment, c'est effectivement lourdeur réglementaire, lourdeur des processus. On a des échecs, ben, ça va être à nous de les accompagner, on va dire, d'accompagner les diagnostiqueurs, de les faire monter en compétences encore et toujours. Ça va dans le bon sens de la profession, je pense. J'imagine que vous êtes d'accord avec ça. mm. Et après, ben, les dérives, on va en discuter. Oui, effectivement. Frédéric, un mot également. Alors, la CDFNAB, alors, là au CP1, je crois que ça a été lu et dit, avait fait un courrier tout récemment à la DHUP pour vraiment alerter la DHUP donc, sur ces problématiques. La CDIFNAB avait soutenu cette initiative de la OCP. Vous parliez également dans votre soutien, dans ce communiqué, des problématiques aussi qui sont liées aux logiciels des PE Audit. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Frédéric, de ces logiciels? C'est comme tout, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu la mise en place du ministère, parfois on a des, comment ça s'appelle, des timings qui ne sont pas forcément toujours respectés. Mm, Dans ce sens où les directives qui doivent être prises parfois demandent beaucoup d'échanges. Or, le timing fixé après par les pouvoirs publics reste toujours le même. mm, Et on les avait alertés déjà avant de sortir la loi pour le 1er juillet et l'application au 1er juillet 2021, que forcément, il y avait plus de temps qui était pris pour tel ou tel domaine et le temps de développement pour les éditeurs logiciels, le temps de formation pour les diagnostiqueurs immobiliers, eh bien, on voyait ce temps, au fur et à mesure, se raccourcir, se raccourcir, se raccourcir, mm, et pour être, au final, quelque chose qui était extrêmement minime par rapport au reste du développement et le temps qu'on avait passé euh, pour faire ces réunions au niveau comment ça s'appelle, du DPE, comme le répétait d'ailleurs tout à l'heure Céline Jacquemin. On passait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour cette mise en place. Et là, on voyait le calendrier pour les éditeurs, etc. Ce qui a fait qu'il y a eu des éditeurs qui ont fait ce qu'ils ont pu. Malheureusement, les logiciels ont quand même été validés, mais entre les interactions de ces logiciels avec l'ADEME, etc., les points bloquants qui sont rentrés en ligne de compte, eh ben, on s'est aperçu qu'il y avait des couacs dans ces logiciels. Ils sont tous, malgré tout, mm. de bon augure et essaient de travailler tous dans le même sens, mais ça demande du temps, ça demande du recettage, c'est toujours compliqué quand on touche à une partie du logiciel, etc.
de changer la méthodologie. Et puis surtout, c'est qu'aujourd'hui, le DPE a mis un petit peu son nez chez les éditeurs de logiciels en demandant certains éléments, c'est-à-dire que ce n'est plus eux qui déterminent comment cela doit être fait, c'est plutôt le gouvernement qui dit, voilà, nous on a besoin de ça, donc débrouillez-vous pour nous retranscrire ces éléments-là. Donc ça change la donne, ils n'ont pas l'habitude non plus de travailler. Et je dirais que ce métier du diagnostic immobilier est quand même, je trouve, extrêmement agile, parce qu'on essaie très régulièrement Ah, Frédéric, et on leur soumet très régulièrement des oui, mots. Et ce n'est pas forcément facile de les mettre en place. Voilà. ouais. Ok, vous avez été juste un petit peu coupé quelques secondes, Frédéric, mais on a compris ce que vous nous disiez tout de même, pas de souci. Alors, donc je disais, il y a eu une réunion à la DHUP, hein, puisque la profession s'est regroupée, les fédérations, les OC, certains OF, pour justement demander des solutions à la DHUP et pour donc, ça avait déjà été fait, hein, sensibiliser la DHUP à ces problématiques. On a eu une réunion hier, alors je vous disais, on n'a aucun de nous quatre n'y a assisté, mais effectivement, on a eu quelques informations depuis hier après-midi, notamment à Céline, hein, puisque l'AOCP était représentée par Hervé Pigam, ouais. Sieur Hervé Pogam, hein, directeur d'Absidia, Calixpert notamment. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette réunion, Céline, dans ce qu'on Alors, vous a en tout cas relayé? donc, le discours par rapport à la durée du QCM, par exemple, Mhm. a été demandé que soit rallongé le timing. Donc, non, on ne peut pas y D'accord. toucher parce que c'est dans l'arrêté. Mhm. Donc, c'est le timing précisé, donc pas possible, hein. Mhm. A été également formulé, comme pour le DPE, il y a des questions qui sont dites calculatoires, donc ça veut dire que le diagnostiqueur doit réfléchir un certain temps et donc obligatoirement, mais pas 30 secondes. Mhm. Donc il y aura peut-être la possibilité de toucher ces questions, si on peut dire, de réduire aussi la formulation de certaines questions. Mhm. Et pour les OF, a été décidé également de fournir un pourcentage de la base de données des questions qui ont été établies par le ministère pour pouvoir, pour que les candidats à la formation puissent avoir un aperçu de ce qui les attend lors du QCM théorique dans le cadre de la certification. Voilà, tout à fait. Donc, Oui, voilà, oui. c'est vraiment très réduit, c'est pas obligatoirement tout ce qu'on souhaitait. Oui, c'est un euphémisme, effectivement. C'est même un peu décevant. Effectivement, on a quelques adaptations sur les QCM, mais finalement, sur les autres sujets, peu de réponses, en tout cas pour le moment. Dans ce qu'on nous dit, en tout cas, la DHUP ne souhaite pas agir sur le plan réglementaire, pas d'arrêté modificatif Non. pour éventuellement assouplir ou préciser certains points de cet arrêté. Bon, voilà, donc comme toujours, je ne sais plus qui nous disait, mais il va falloir que la profession soit très agile qu'elle s'adapte comme toujours, mais on a l'habitude de ça, hein, depuis si longtemps. Frédéric, est-ce qu'on peut imaginer tout de même que dans les semaines qui viennent, là, dans vos discussions avec la DHUP, parce que je sais que vous êtes en lien avec la DHUP régulièrement, c'est des choses évidemment vous échangez directement régulièrement avec eux. Est-ce qu'on a une chance quand même d'avoir des ajustements tout de même dans quelques Ah, semaines, à court terme? j'espère qu'il y aura quelques ajustements quand même qui sont mis. En tout cas, ils y travaillent. Hmm. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'ils essaient de répondre malheureusement à tout ce que l'on peut lire encore ces derniers jours dans certains journaux où on voit que malheureusement on tire à boulet rouge sur la profession. Hmm. D'accord? Hmm. Dernièrement encore, soi-disant, il semblerait que 50% de la profession soit pas bonne. C'est difficile à entendre, hein. C'est Ouais. difficile à comprendre, mais malheureusement, quand on a une certaine audience, voilà. Ouais. De l'autre côté, c'est frustrant pour tout le monde, parce que tout le monde travaille, même si la DHUP n'est pas parfaite. Ok, je suis d'accord, je ne suis pas là pour les défendre non plus, hein. Je ne travaille pas pour la DHUP, mais les OF, les OC, les fédérations, tout le monde essaie de travailler et de faire avancer un petit peu Hmm. cette image. Et Hmm. c'est difficile, je dirais, et c'est compliqué. Donc je pense que la seule solution, c'est d'essayer de se serrer les coudes, je dirais, entre nous. C'est vrai que
j'avais eu des relations avec, j'ai des relations avec Monsieur Pogam, et c'est lui qui, nombreuses fois, m'a contacté, qui, au niveau du tutorat, était vent debout, etc., puisque j'ai participé dans le cadre de sa certification aussi. Mm. Et c'était, et je le comprenais, c'est difficile à entendre, et c'est pour ça que je pense que le fait que la fédération ait rebondi aussi sur le courrier de la OCP montre qu'on on est là et on va se serrer les coudes pour avancer et travailler tous ensemble. On va essayer de faire en sorte que tout fonctionne, et donc notre objectif, oui, c'est d'avancer avec les autres corps les autres Mm. cordes qui tournent autour du monde du diagnostic immobilier, faire en sorte que les diagnostiqueurs puissent travailler convenablement, sereinement, et avec des dispositions qui soient équitables, je dirais, par rapport à ce métier d'auditeur et au niveau de l'audit énergétique. Voilà. Ouais. Ouais, Valérie, bon, vous avez été vous-même un professionnel de l'immobilier. Est-ce que, comme Frédéric le disait, on paye un peu cette image avec cette rigueur, cette intransigeance des pouvoirs publics à notre égard? Est-ce qu'on paye un peu cette image qui s'est quand même fortement dégradée, hein? Vous avez l'historique depuis longtemps aussi, comme moi, de cette profession, hein. On a pendant des années été passé sous silence. C'est-à-dire que pendant des années, le Mm. métier de diagnostiqueur, c'était, voilà, on réalisait des diagnostics, mais il y avait pas l'impact médiatique qu'on trouve aujourd'hui. Et le discours commun aujourd'hui de la société, c'est effectivement, les gens ne voient pas l'intérêt de ces diagnostics, hormis que ça coûte de l'argent et que, en fonction du diagnostiqueur, on va avoir des résultats différents. Non, Mm. c'est pas vrai. Enfin, moi, j'en ai la conscience absolue. C'est pas vrai. Les résultats, ils doivent être conformes aux exigences réglementaires. On a des spécialistes de l'amiante dans la salle et on sait les obligations qu'il y a eu égard à l'amiante et les risques qu'on prend. Concernant le DPE, il y a eu à un moment donné le sujet de l'indice de complétude. On a, suivant Mm. les restitutions des propriétaires eux-mêmes, des différences notoires sur les DPE qu'on peut réaliser parce qu'on a les informations où on les a pas, on a les factures où on les a pas en tant que diagnostiqueur. Donc ça, c'est des choses importantes qui modifient la chose. Par contre, c'est pas vrai que les diagnostiqueurs travaillent mal. La majorité de la profession bosse très bien, se remettent en question. Et nous, on les connaît, enfin, on les Mm. forme en initial, on les forme en continu, on sait la conscience professionnelle qu'ils peuvent avoir dans l'exercice de leur activité. Et ça, c'est important de le saluer. Ouais. Donc, Je Mm. voudrais juste rajouter que Oui, depuis Céline. ces articles DPE où les diagnostiqueurs sont trop chers, où ils font ça entre guillemets à la légère, ils restent pas le temps qu'il faut, etc. Nous, on reçoit de plus en plus de plaintes de particuliers en disant bah, ils ont changé mon DPE, je l'ai eu, il était en F, j'ai regardé sur le site de l'ADEME, ils l'ont mis en B, etc. Mm. Donc il y a beaucoup de je pense qu'avec ces divers articles, ça met vraiment le diagnostiqueur en mauvaise posture. C'est pas parce qu'il y a eu quelques dérives pour certains que l'ensemble du métier, tout le monde comme font. toute profession, hein. Voilà, Moi, c'est pas brebis ça. galeuse, Ouais. Mais hein. enfin, nous, depuis, on va dire, quelques mois, c'est important. Enfin, les plaintes ne sont pas fondées en général, on en reçoit, mais énormément sur le DPE. Mm. C'est devenu la bête noire. Et puis voilà, quoi. C'était juste ça. Je voulais juste ajouter. Moi, je pense que la solution Ouais. Frédéric. la population et la société, c'est de la communication. En tout Mhm. cas, c'est l'information, moi, que je passe aux diagnostiqueurs conformes Mm. en initial. C'est soyez dans l'échange, soyez dans la communication, soyez dans la pédagogie, expliquez-leur. Oui, c'est énergivore. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Par contre, c'est le seul moyen de redorer le blason du métier. Et tant que les diagnostiqueurs arriveront dans les maisons, n'auront pas suffisamment de temps pour réaliser leur mission parce que c'est un vrai sujet Oui, d'actualité, parce que les prix des ah diagnostics leur oui. permettent pas de faire leur boulot correctement. Et là, on revient sur Oui. le sujet important du prix Ah ben, des c'est le cœur, DPE. finalement, oui. C'est-à-dire que tant qu'on Mm. continuera à voir s'installer de nouveaux diagnostiqueurs qui, comme seul argument différenciant, trouvent la question du prix Mm. et de se mettre plus bas que ceux qui sont en activité, ils s'en sortiront pas.
Ouais. Donc Et, voilà, ça c'est un peu mon credo et ça fait longtemps que Ouais. je dis ça, mais excusez-moi, j'ai mais maintenu les tarifs pendant des années sur mon Ouais, secteur. c'est des messages aussi que vous lancez, Frédéric, hein, au sein de la CDI, hein, tout à Mais ça a fait. Tout à été déjà fait. parlé hein, au niveau de la DHUP Oui, lors de la oui, mise en place du nouveau DPE. On avait oui, demandé à ce qu'il y ait un tarif, enfin, je veux dire minimum, oui, du prix d'un plancher. DPE. Ils n'ont pas souhaité répondre à cette question. Ouais. Les coûts Alors, des le certifications. souci, c'est qu'après, on risquait de rentrer aussi quand même dans une profession réglementée comme les Oui, géomètres, etc., ce qui était autre chose. ouais. Mais le fait est, c'est vrai qu'il y a quand même un gros bouleversement. La profession a eu le premier bouleversement avec la certification de personnes en 2007. Aujourd'hui, le second bouleversement, c'est justement, je rejoins l'avis de Mme Keller aussi là-dessus, c'est le changement profond de la profession qui n'est plus aujourd'hui un diagnostiqueur vient faire un constat et on s'en va. C'est une société qui vient accompagner le client, conseiller les clients et tout cela prend du temps. Or, le diagnostiqueur aujourd'hui a des compétences, entre guillemets, techniques à coucher sur un rapport, mais ce n'est pas cela, c'est aussi tout l'accompagnement qu'il doit faire au niveau de son client derrière. Et c'est donc ce temps-là, sachant que lui, il n'a que du temps à vendre, il n'a pas de matière, il n'a pas d'objet, il n'a rien à commercialiser, il n'a que du Mm. temps. Donc, la profession est en train de changer complètement pour devenir vraiment un accompagnateur, un conseiller vis-à-vis de son client. Ce n'est plus comme auparavant, j'interviens, je fais les diagnostics et au revoir, je n'ai pas besoin de les expliquer. Non, c'est Mm. faux. Et la profession est en train de changer complètement et c'est ce bouleversement-là qu'il va falloir passer ce cap. Alors oui, on a toujours des diagnostiqueurs moins 10 ans, on a toujours 6 à 10% de diagnostiqueurs qui vont faire un peu tout et n'importe quoi pour l'appât du gain. Dans 2 ans, ils ne seront plus là. Les D'ici clients là, seront un peu déroutés. Ça jettera un petit peu le métier en pâture, mais on en a partout. On en a dans tous les métiers, on les a. mm. Il va falloir faire avec, malheureusement. Bon, on s'éloigne un peu de notre sujet du jour, qui est la certification, mais évidemment, c'est évidemment complètement lié, puisque le tarif, finalement, est presque la base de tout, hein, avec la formation aussi. Je voyais les commentaires pendant que vous évoquiez ce sujet-là, notamment Jean-Pierre. Voilà, c'est vrai que le dispositif crée parfois quelques incohérences ou incompréhensions, des situations un peu particulières. Il dit, pour ma part, on me demande un tutorat car j'ai renouvelé mon DPE 2 jours trop tard et je suis installé depuis 11 ans. Cherchez l'erreur, me dit Ah Jean-Pierre. ouais. Bah ouais. Voilà, Station dit nouvellement certifié DPE, tutorat dans les 12 mois. voilà. Donc, il y a des échéances, effectivement, et là, elles sont strictes, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Et on Euh, a le même constat, Alain, si je peux me permettre, on a Bien le sûr. même Allez, constat, et moi j'en vois de plus en plus, des diagnostiqueurs qui ont été informés par les OC dans le cadre du plan de transition qu'ils avaient des formations continues à faire, des tutorats à faire, des CSO, etc., avec le changement de réglementation au 20 juillet 2023. hmm. Par contre, ils ont juste oublié qu'ils devaient également réaliser leur formation continue dans les autres domaines entre l'année 1 et l'année 4. Et Voilà, là, rappelons-le. on a des suspensions qui sont en train de s'opérer. Donc là, Hmm, j'alerte les diagnostiqueurs en disant, regardez bien vos dates hmm. de certification dans les domaines autres que DPE, parce que si jamais vous répondez pas à l'obligation de fournir à votre organisme certificateur l'attestation de formation continue, vous risquez de vous faire suspendre. Donc, c'est un autre souci qui arrive parce que certains sont au terme de leur 4e année. On est focus sur le DPE aujourd'hui, sur le tutorat et sur l'audit énergétique. Attention, hein, moi, je vous dis, j'ai régulièrement, et depuis le mois de septembre, j'en ai eu 3 de diagnostiqueurs qui m'ont appelé en me disant, on s'est fait suspendre parce que j'ai pas répondu à l'obligation de formation continue, j'avais pas l'info. Si, l'information, vous l'avez, on la diffuse, on la communique, sauf que ben, elle Ouais. est C'est forcément pas toujours. noyée dans toute la masse d'informations que vous lisez tous les jours. Ouais, et des informations parfois Je contradictoires. profite de ce webinaire, merci Alain, Ouais, pour ouais, faire non, mais un rappel. c'est l'idée, effectivement, hein. Je voyais aussi un Frédéric qui n'a pas l'air très ami de la certification depuis. J'ai vu quelques messages de lui, mais il nous dit, là, Frédéric, pourquoi 2 ans de DPE pour effectuer des audits alors que cela fait 6 mois que j'en fais? Au 1er janvier 2025, je ne pourrai plus en faire. Et si je passe la nouvelle certification, je ne pourrai plus en faire non plus. Car pas 2 ans de DPE, je devrais attendre 14 mois pour en refaire, etc. Enfin, effectivement, voilà, c'est quand même
plein de situations là. C'est quand même assez nouveau hein, dans notre profession d'avoir des situations un peu parfois kafkaïennes et pas toujours très logiques, en tout cas dans les compétences et l'expérience des professionnels hein, tout de même. Hein. Voilà. Bon, voilà, quelques commentaires plutôt négatifs d'une manière générale, mais on s'y attendait un petit peu hein, sur ce Mm. dispositif, ça c'est évident. Euh, ouais, Eric nous dit, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut faire quelque chose tous les ans. Voilà, ça, Ah oui, effectivement, c'est ça. c'est clair. Ça, tous les ans, il y a quelque chose à faire. C'est important de bien le retenir. Tous les ans, il y a soit un CSO, soit une journée de formation. Hein. Céline, on voulait aussi parler de ce formulaire de consentement hein, Oui. que je crois vous jugez un peu contre-productif. Et puis les diagnostiqueurs sont un peu perplexes aussi dans les premiers retours qu'ils ont là, de ce formulaire hein, quand même. Hein. Bah, pas moi, dans l'ensemble de mes certifiés, les lettres de consentement, c'est toujours non, ou les Ouais. gens ne répondent pas. Mm. Euh, Avant cette fameuse lettre de consentement, quand on organisait des contrôles sur ouvrage, ça ne posait pas de problème entre le diagnostiqueur et la clientèle. Ils arrivaient à échanger, et même nous là, pour les contrôles après réalisation, on va devoir contacter cette cliente qui aura répondu oui, ça sera tellement rare, mais c'est la personne qui aura vendu. Donc, elle va dire, mais écoutez, je ne suis pas concernée, j'ai accepté à ce moment-là, mais maintenant, je suis plus propriétaire du bien. Donc, je vois pas, enfin, je vois pas l'intérêt de cette lettre de consentement. En fait, jusqu'alors, tout se passait bien. Maintenant qu'on demande des éléments à la clientèle, ça bloque. Mm. Et beaucoup de mes diagnostiqueurs me disent, mais comment je fais? Ils me disent toujours non. Bah, on a remonté ça également au niveau du ministère concernant cette fameuse lettre de consentement. Ils vont y réfléchir. Ils s'aperçoivent que donc c'est plus négatif que positif. Donc on attend la suite à ce sujet-là. Mais pour moi, à ce jour, cette lettre n'a pas un grand intérêt pour pouvoir continuer l'activité à la fois du diagnostiqueur, surtout lui, puisque c'est lui qui est toujours visé hein, par ses Mm. contrôles. Et faut arrêter de pénaliser le diagnostiqueur pour des éléments administratifs qui, en fait, ne sont pas de leur fait. Donc voilà, c'était juste ça où je disais que Ouais. l'intérêt n'est pas, enfin, c'est Ouais, pas un pas besoin. évident, ça c'est sûr. Voilà, c'est Julien pas- est tout à fait d'accord avec vous, visiblement. Et Sandrine pose la question un peu récurrente là, sur ce formulaire de consentement. Peut-être que Frédéric pourrait y répondre. Lorsque c'est des personnes morales, le procès de consentement est identique? Point d'interrogation. Non, il n'y a pas de consentement pour les personnes morales. Le Mm. consentement, il faut bien voir une chose, c'est que le consentement est régi par les règles de la loi sur les RGPD et transmission d'informations personnelles. Et je pense que la DHUP l'a mis en place parce qu'il commençait à avoir quelques soucis juridiques sur le fait que des données personnelles transitaient pour de la profession et pour un domaine et un métier. Mm. Et avec la loi sur le RGPD, cela pose un souci par rapport à notre profession qui n'est pas justement une profession réglementée. Et c'est pour cela qu'ils ont mis en place justement ce consentement qui est compliqué à mettre en place parce que de toute façon, à ce moment-là, comme le disait Céline, hein, soit on ne l'a pas, soit on en a très peu. Mm. On va contacter quelqu'un. Dans le cadre des OC avec lequel je collabore, quand on fait les CSO a posteriori, alors oui, on intervient sur des missions qui ont lieu dans le mois précédent la date du CSO, parce que justement, pour pas être dans cette Oui. situation, et c'est très compliqué parce qu'on n'en a pas forcément beaucoup, parce qu'on a aussi beaucoup de clients et certains qui ne travaillent peu sur ce Mm. domaine-là dans le mois, qui peuvent avoir d'autres missions à côté. Donc, c'est pas forcément facile et évident, et ça va poser problème. On voit bien déjà que pour faire les premiers CSO a priori, c'est-à-dire ceux à rendre, par exemple, avant le 31 décembre, bah, c'est pas simple à mettre en place. Et on a quelques craintes sur le nombre de suspensions qui risquent d'arriver, malheureusement. Oui, mais Oui. le terme suspension, après, qu'est-ce que ça va être? Ça va être retrait. Le gars, il ne pourra pas faire ses DPE. Donc, c'est pénalisant, quoi. Enfin, C'est pénal, je suis d'accord, c'est pénalisant. Le délai est extrêmement pénalisant. Cette mise en place est pénalisante. Je suis totalement conscient aussi que
c'est pas évident. Je pense que le but est. Et hier encore, j'étais en relation avec vos confrères, hein, et il me disait, Céline, il me disait, mais j'ai l'impression que la DHUP pense qu'on est des machines à suspension. Mais non, ça ne nous amuse pas, c'est des clients quand même. On n'est pas là pour suspendre. Et je suis d'accord, on n'est pas là non plus pour suspendre. Et on n'est pas là pour corriger ou Oui, des mais gens le qui veulent problème, bosser, quoi. si on ne le fait C'est, pas, nous, en tant qu'organisme de certification qui sommes accrédités COFRAC, on prend une pénalité aussi de notre je Hmm. suis côté. d'accord. Oui, Et, vous êtes là pour appliquer hein, les politiques. Hein. et Hmm. c'est compliqué. C'est compliqué dans les deux sens. Et nous, on est au milieu, quoi. Ouais. Enfin, Entre le on a marteau le et mauvais l'enclume. rôle, hein, Le souvent. mauvais rôle, oui. Et, Ouais, je voyais une question sur l'invariant fiscal. Alors voilà, c'est pareil, on s'éloigne un peu de notre cœur du sujet, mais qui peut répondre là sur cette obligation d'invariant fiscal? Quid de CRV qui nous pose la question, je le salue, on s'est vu il n'y a pas longtemps à DHEP. Quid de l'invariant fiscal qui risque de bloquer les DPE à l'ADEME au 1er janvier 2025? Qui peut répondre éventuellement sur ce sujet-là? Peut-être Frédéric? Alors c'est pareil, cet invariant fiscal, oui, Hum, on arrive à le prouver, mais dans certains cas, c'est compliqué. Nous, on a averti justement le ministère que dans certains cas, on ne pourra pas l'avoir, cette fameuse invariant fiscal, hum. et que le fait que ça devienne bloquant à l'ADEME va poser un souci de transmission des données. Voilà. Et donc, ils sont alertés, ils le savent. Donc, j'espère qu'on aura une solution qui sera apportée parce que oui, on est au courant que dans certains cas, on ne pourra pas les trouver, ces intervenants fiscaux. Donc, ça va bloquer, systématiquement, ça bloquera. Donc là, maintenant, ils sont devant le fait accompli, à eux de prendre leur décision au regard de l'ADEME. Bon, voilà un écueil de plus, hein, on n'en avait pas besoin, mais voilà, ça, c'en est un de plus, effectivement. Il y en a un certain nombre. Sandrine demande, il est difficile d'avoir transmission des documents. Ah, là, il y a plein de questions, je n'arrive pas à suivre. Il est difficile d'avoir transmission des documents de collectivités territoriales. Comment fait-on? Frédéric, peut-être, pour répondre aussi à cette question. Excuse-moi. Il est difficile d'avoir transmission des documents des collectivités territoriales. Comment fait-on? Demande Sandrine. Eh bien, c'est une nouvelle fois informer, être en Hmm, contact avec son client pour Gouverneur. essayer d'obtenir le maximum et lui dire que malheureusement, si on n'a pas les éléments, il risque d'avoir des rapports qui vont être extrêmement défavorables. Une fois de plus, c'est dans la communication et le hmm, conseil. hmm, Ça ne vient pas qu'après coup de la mission, ça vient aussi en amont. Et on le voit bien quand on a des diagnostiqueurs qui commencent à émettre un rapport parce qu'il y a des éléments qui sont inconnus, et ça y est, le client commence à se réveiller en disant, ah mais attendez, j'ai des éléments. Ah oui, monsieur, mais vous êtes bien mignon, mais il faudrait peut-être quand même, je vous les ai demandés, mais le fait est, c'est comme tout. Il faut les informer en amont de manière très claire et précise, au même titre que si on prend un parallèle, ça vient avec les analyses que l'on fait quand on fait de l'amiante. hmm. On informe comme quoi on doit avoir ces éléments-là, sinon on n'aura pas on aura de mauvais rapports. Hmm. Sandrine dit, alors la profession n'aura plus de diagnostiqueur. Alors on n'en aura sans doute pas là, mais est-ce qu'il y a il y a un réel risque là de marché à partir du 1er janvier? Je ne sais pas qui peut y répondre avec cet audit énergétique qui représente quand même un marché important hein, à partir du 1er janvier. Est-ce que là on est vraiment devant une vraie problématique de marché? Qui pourrait répondre à ça? Personne, Frédéric peut-être, encore une fois? Oui, ou Céline, puisqu'elle est quand même au cœur aussi. Ouais. Céline. Là, je la mets dans une position plutôt délicate, alors je vais m'y mettre à sa place. alors, Je pense que Ah, ouais, Je Céline, pense qu'on Céline. on va Ouais. essayer de faire en sorte qu'on ne soit pas dans cette position délicate parce que Mm, justement, on alerte de manière assez importante par l'AOSCP, par exemple, aussi par ses courriers, ses réunions au niveau du ministère en disant non mais là, il va falloir sérieusement vous pencher sur la question. mm, Il y a aussi la question de la note 15 sur 20. Dans tous les métiers, quand on a des diplômes, on est rarement à ce degré d'exigence au niveau d'une profession. Chez les architectes, chez les ingénieurs, je sais de quoi je parle, mm, on est sur du 12 sur 20. On n'est pas sur du 15. mm, Donc, quid de ce 15? Déjà, si on revient à du 12, on aurait déjà un volume de candidats qui serait
plus acceptable et qui est acceptable, je pense. Mm, mm. Parce que C'est ça, vrai qu'il maintenant, revient. assez de... Il y a Ouais. quelques années, vous rappelez-vous, on avait la même chose pour le DPE et le gaz. C'était le fameux 15 Oui, sur 20. exact, oui. Mm. Mais il est vrai que vu la complexité des questions, apparemment, soit c'est 7 sur 20, c'est vraiment, enfin même peut-être moins, et il y en a, ils ont 14,90 ou autre, et c'est quand même assez rageant de ne pas avoir sa partie théorique. Voilà. Et puis la notation, c'est 0 ou 1. Donc ça veut dire que vous avez deux réponses, vous en avez une sur les deux, bah, c'est 0 point. Donc on n'est pas contre enfin, je pense que le ministère pensait que nous, on allait être là pour demander que ça soit allégé au niveau des épreuves en elles-mêmes. Nous, ce qu'on demande, c'est que les questions soient uniformes, qu'elles soient Compréhensible. compréhensibles, qu'elles aient des fameuses photos qui soient visibles. Après, bon, bah, le timing, c'est marqué dans l'arrêté, on ne peut pas le changer, on ne peut pas le changer, mais et là, ils ont quand même fait une petite démarche. J'appelle ça une petite démarche, tout de moins donner un pourcentage du questionnement aux Ouais. OF pour pouvoir adapter leur formation. Mais après, Ah, bon, après, il en recule de beaucoup de choses. Mais après, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'après, l'aspect financier au niveau des diagnostiqueurs, c'est que la certification DPE et audit est obligatoire en présentiel. Donc, la personne passe une première fois son QCM théorique, il ne l'a pas. Après, l'organisme s'y propose le même jour, tant mieux. Sinon, le candidat va devoir se représenter dans l'organisme de certification. C'est une histoire sans fin et un coût énorme, hein, Mm. puisque il s'avère que la partie pratique, dans les épreuves de certification, il y a cette fois-ci plus de 90% de réussite. C'est uniquement la partie théorique qui piège. Mm, mm, Ce mm. jour. Ouais, c'est alors, ce quand qui est même... très surprenant, si je Allez, peux allez. me permettre, ce qui est très surprenant, c'est que nous-mêmes, on est contrôlés par les certificateurs Global et ICERT dans le cadre de nos surveillances de certification Mm, OLDI ou FDTI. Ils nous contrôlent le contenu de nos supports, qui doivent être en lien, du coup, avec les examens qui passeront chez vous, en fait. mm, Et mm, c'est là où moi, je suis dans l'incompréhension. C'est-à-dire, je me dis, on est validé, on nous conforte sur le contenu et la technicité de nos supports de formation, sur les informations qu'on va transmettre en formation initiale à nos stagiaires ou aux diagnostiqueurs. Ils se présentent à l'examen et ils échouent à plus de 90%. mm, Comment c'est possible, en mm, fait? mm. Donc Tout à fait. il y a bien un sujet, en fait. Alors, c'est pas que la note de 15 parce que nous, on pousse nos stagiaires à l'exigence en disant, bah, allez chercher le plus de 95% de réussite à tous les QCM qu'on vous met à disposition. Et autant vous dire qu'on a des banques de questions qui se comptent par milliers. Donc, aujourd'hui, on en a, voilà. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Donc, Alors, pour répondre à Valérie là-dessus, le fonds qui est validé au niveau de l'OFDI, l'OFDTI, c'est conforme aux arrêtés arrêtez. applicables, ok? Non pas à l'OC. L'OC, lui, est libre de faire ce qu'il souhaite à partir de ces arrêtés. Mais on ne vient pas vérifier que, en tout cas, les formations sont conformes au niveau de ce que demandera l'OC. Et de l'autre côté, quand le technicien vient en certification et passe ses épreuves théoriques, il y a un facteur de stress Le stress, oui, bien qui est sûr. quand même énorme, Ouais. parce qu'il sait qu'il a un enjeu financier, parce qu'il a payé une formation qui est longue en plus, Mm, qui coûte de l'argent. Mm. Il a payé un organisme de certification pour passer ses épreuves, et il suffit, et comme tout, et on va aller, parce qu'il est demandé d'aller sur certains points très précis à un moment donné, il suffit qu'il soit dans cette situation de stress et le candidat va rater sa question parce qu'il aura oublié de cocher. Mhm. Peut-être que sur les quatre, il y en avait trois de bonnes, il aura un mec deux. Parce qu'il dit, heureusement, ils ont quand même retiré celle où il y avait les quatre bonnes réponses de juste. D'accord? Oui, Parce c'est qu'on vrai. n'avait jamais vu ça. Et au moins, C'est vrai. c'est sorti. D'accord? Ouais. Donc, tant mieux. Et voilà, donc c'était des situations qu'on n'avait jamais vues dans le cadre de la certification. Et c'est pour ça que je pense malgré tout que de redescendre une note, du fait de tous ces facteurs, et c'est pas forcément moi qui le dis, hein, quand vous étudiez un petit peu outre-Atlantique, les études qui sont menées sur les contextes de QCM, de travail à distance, etc., tous ces facteurs de stress et qui sont menés par ces universités le démontrent, hein, de toute façon, qu'à un moment donné, c'était pratiquement impossible
d'avoir un 20 sur 20 sur ces éléments-là de toute façon, même si on était le meilleur du monde, parce qu'il y a des facteurs extérieurs qui rentrent en ligne de compte. Et je pense que c'est tous ces facteurs qui font que le candidat a beaucoup de mal à passer ce cap. Il suffit simplement aujourd'hui, je dirais, sur tous les QCM théoriques, hein, de tous les OC, on met tout à 15 sur 20 et on va voir un petit peu le résultat. Et vous allez voir qu'on va tous redescendre littéralement au niveau des résultats. Ouais. Ouais. Oui, mais il n'y a pas d'exigence réglementaire hein, pour les autres. Non, je suis d'accord, mais c'était l'exemple. Si on Oui, mettait tout à 15 sur 20, oui, on a compris je l'idée, suppose que effectivement. ce soit en gaz, en élec, etc., Pareil, en ça, amiante, ça ce dégringole. serait une hécatombe aussi. En tout cas, pour le stress du passage des QCM, ce qu'on se dit ce matin ne va pas les aider à être plus sereins lors des prochains passages des examens QCM, hein, effectivement. Non, mais on travaille pour que Ah, on ça travaille, devienne voilà. plus serein. En tout cas, on Effectivement, ouais. travaille tous pour Il faut que espérer soit justement plus serein et mieux calé oui, pour l'avenir. il faut espérer que les résultats soient assez rapides, effectivement. Hervé me disait, oui, il m'a posé une question, effectivement, par mail juste avant. Effectivement, j'allais y venir, peut-être Valérie pourra me répondre, mais justement, vu la difficulté de ce dispositif et de son coût, hein, qui est quand même très important, certains réfléchissent pour l'audit à des alternatives hein, de qualification, de certification, notamment cette qualification au PQIBI, j'ai réussi à le dire pour 2 fois. C'est une alternative, ça, peut-être pour les grosses structures éventuellement, hein, peut-être Valérie, je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Alors, la certification DPE et les extensions d'audit énergétique restent une qualification de personne, une Hum, certification de personnes qui appartiennent aux diagnostiqueurs. hum, Dans le cadre des structures et des groupes qui ont plus de 50, 100, 200 diagnostiqueurs certifiés DPE, la solution économique et pratique qu'ils ont trouvé, c'est effectivement la certification d'entreprise, la hum, certification OPQIBI qui leur permet d'éviter la certification de personnes et la demande d'extension pour l'audit énergétique à l'ensemble de leurs collaborateurs certifiés DPE. hum, Voilà. Donc hum. ça a cet avantage-là, et en termes de coût et en termes de surveillance, puisque en tant que diagnostiqueur, si vous demandez l'extension audit, vous serez soumis, peut-être vous pouvez nous partager une frise, je ne sais pas, Alain, vous serez soumis à la même réglementation de surveillance et d'obligation de formation continue, de surveillance documentaire, CSO, etc., que pour le DPE. Et donc, on a cette problématique de durée, de coût d'improductivité pendant les formations et pendant les surveillances. Il faut en parler aussi, hein, parce que ça coûte cher. Oui, L'absence sur le terrain. Et on le sait, et donc ça peut être une formule, alternative, on va dire. voilà, j'étais en train de rechercher effectivement que j'avais préparé. Là, on parle du cycle de certification, hein. Moi, j'ai rien préparé Oui. sur le Non, non, PQIBI. non, non, oui, sur le Effectivement. cycle de Voilà, certification, c'est voilà, juste cycle pour de certification, pour voilà. le rappeler à tout le monde, c'est pas mal de. Je crois qu'on l'a à l'image, hein, ce cycle. C'est un autre schéma à nous. Est-ce que vous l'avez bien? Ah, Il ça y est. arrive, voilà, Ouais, voilà. voilà. Bon, voilà. Hein. Bon, de toute façon, même si je crois que tout le monde le connaît bien, mais effectivement, c'est Mm. bien de rappeler hein, toutes ces échéances annuelles. Les choses sont claires. Tous les ans, il y a des flèches partout. Et c'est Là, il y a une question d'ailleurs sur le tutorat et le CSO de la part de Oui, Sandrine. oui, je l'ai Sandrine, vu oui. passer aussi, Frédéric. Je l'ai vu aussi, ouais. Alors, qui veut y répondre dans ce cas-là? Sandrine posait la question, quelle est la priorité du tutorat par rapport au CSO? Moi, en tant qu'organisme de formation, je dirais que c'est important de se former avant d'aller au contrôle sur ouvrage. Donc, je conseillerais On est bien d'accord. évidemment Ouais. évidemment, de procéder au tutorat. Le tuteur qui a de l'expérience, qui connaît les règles du CSO, va vous accompagner, vous expliquer comment déjouer les pièges du CSO et comment améliorer vos DPE dans l'objectif de ne pas avoir de non-conformité lors de votre CSO, évidemment. Oui, mais Même ça, sans c'est dans le déjouer meilleur les des pièges, mondes, ça. ouais, excuse-moi, et même sans déjouer les pièges du CSO, forcément, je dirais, la certification, c'est on part souvent en permis de conduire. On va passer le permis de conduire, on l'a. Et puis d'un seul coup, au bout de 2, 3 mois, votre stop va devenir un CD de passage. Hmm, Le formateur en tutorat sera là pour dire attention, là c'est bien un Attention, stop, c'est méfie-toi. plus un CD de passage. Et là, le CD, malheureusement, la confusion entre le stop et le CD de passage peut être un écart critique qui emmènera à ce moment-là vis-à-vis du CSO sur une obligation de formation, donc un coût, Mhm. ou plus grave, si c'est vraiment, il y a énormément de choses qu'il faut voir, la suspension, je n'espère pas, mais du coup, il vaut mieux quand même avoir fait le tutorat en amont du CSO, ça permet de
de remettre une couche Ouais. supplémentaire liée à la formation, et c'est quand même, je trouve, quelque chose d'extrêmement intéressant parce que c'est quand même une Mm. formation totalement personnalisée. Mmh. On Tout est à fait. seul avec son tuteur en train de faire une mission. C'est Il ça. nous vient, il nous accompagne par la main pour nous dire, voilà, est-ce que je fais bien ou est-ce que je fais mal? Ce qu'on ne fait pas forcément en formation, On du n'a moins il pas n'y le a pas temps. ces exigences-là réglementaires dans les formations. Là, on l'a, cette exigence Ah, réglementaire c'est au ça. niveau Il des faut TPE. profiter, il faut profiter de ce temps d'échange. Ah Et bah oui, exactement, Frédéric, c'est du, je dirais, c'est entre guillemets du pain béni pour pouvoir bien réaliser son CSO a priori avec l'organisme de certification. si le tutorat est bien réalisé, il a cette vocation-là, il a cette vocation d'échanger entre le tuteur et le diagnostiqueur sur ses pratiques, sur ses méthodes, sur la manière dont il réalise son DPE et l'expérience du tuteur doit bénéficier au tutoré pour l'aider à s'améliorer dans ses pratiques. Donc, profitez-en et surtout, bah oui, réalisez-le avant votre CSO, repoussez votre CSO auprès de votre certificateur pour qu'il y ait un impact positif. C'est pas juste une attestation qu'on va lui fournir au certificateur. Bénéficiez de la plus-value de cette journée-là, effectivement. Bien, effectivement, oui, c'est vrai que ce tutorat, c'était une des nouveautés intéressantes hein, de ce dispositif, on le disait à l'époque, il y a un an. Alors, je vois une question Euh, sur la liste des organismes de formation ouais, qui qui font vient du d'arriver sous tutorat. deux. Nous, on en fait. Voilà, alors, déjà, un, ASE Formation, voilà, certains, effectivement, se sont lancés. Je pense que beaucoup communiquent, hein, il suffit de faire quelques recherches. On n'a pas fait, je crois, nous, encore, chez Diagatus, cette, oui, pas tous, hein, on est Non. d'accord, pas tous, hein, pas tous les OF, loin de là d'ailleurs. Et puis Non. encore une fois, avec des modalités et des tarifs Complexe. très, En très, fait, très ça a été différents. complexe pour nous à mettre en place le tutorat. Ouais. On a géré comme vous la transition sur Mm. nos supports de formation DPE. Depuis le mois d'avril-mai, on nous a demandé de fournir des preuves qu'on serait à jour au 1er juillet. Le tutorat arrive, il faut effectivement trouver, et comme le rappelait Frédéric, on a soit la possibilité de trouver des formateurs énergie, qui ont de l'expérience dans le domaine énergétique, donc soit ancien ingénieur thermicien, soit formateur DPE de longue date. Alors c'est le cas chez nous, puisque notre formateur, il est formateur depuis 20 ans. Mais sauf que nous, notre formateur, il ne peut pas aller aux quatre coins de la France réaliser des tutorats. Donc on a soit l'option formateur, soit l'option faire monter en compétences des professionnels du métier qui ont vocation à un moment donné à partir vers la formation et la pédagogie et qui sont dans l'envie de transmettre. Pour avoir été moi-même dans le diagnostic pendant des années, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir transmettre. Je suis ravie de pouvoir partager mes connaissances et mes compétences du métier auprès d'un public qui arrive dans le métier et qui souhaite. Donc, donc voilà, donc nous, on a fait monter en compétences des diagnostiqueurs expérimentés dont le souhait était effectivement de pouvoir partager avec ceux qui sont fraîchement certifiés DPE. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que la profession n'était pas prête. Et là, Frédéric va le confirmer. On a donc sourcé des diagnostiqueurs prêts à faire ça. Alors nous, on a nos Mm. clients, en fait, qu'on a pu interroger, On mais a, qui ont des partenaires on a un candidat de plus avec Jean-Pierre qui se propose d'être candidat à de un longue date. futur Il formateur faut nous technique. soumettre les candidatures et Mm. on les intègre dans un Mm. processus de montée en compétences, de vérification qu'ils n'ont pas pris trop de mauvaises habitudes sur le terrain, de vérification qui sont dans le cadre de l'arrêté et de leur apporter la plus-value pédagogique et le savoir-faire pédagogique qu'on a en fait. Donc, Et on moi, est dans cette démarche-là, donc on construit ensemble avec la profession. Ça, c'est assez nouveau en fait, de pouvoir avancer main dans la main sur un dispositif finalement nouveau, qui est le tutorat. Mm. Moi, je ne vais pas vous cacher mon souhait de pouvoir reproduire ce schéma-là aux autres domaines, hein. Enfin, je trouve ça intéressant. Et d'ailleurs, je l'ai proposé, on avait proposé, nous, avant l'apparition et les changements du mois de juillet l'année dernière, des accompagnements, notamment sur l'échantillonnage du DPE immeuble Mm. Mm. de mettre les stagiaires en situation de cas Oui. pratique et de les accompagner Mm. sur leur stratégie d'échantillonnage du DPE immeuble. Après, c'est pas obligatoire, mais sachez qu'on peut le proposer et on peut vous accompagner sur le terrain dans d'autres domaines également. Voilà. Et Aurelius fait également le tutorat, mais il y en a un certain nombre d'OF, hein. Mais effectivement, il Ouais. faut faire la recherche. Pour le moment, tout le monde n'est pas encore sur cette prestation, mais tous n'y seront pas non plus, hein. Je pense que pour beaucoup, c'est une difficulté d'organiser effectivement ce tutorat. Frédéric, un mot sur le tutorat. Je t'ai peut-être coupé, non, je ne sais plus si tu avais un non, complément. je Non. disais simplement que c'est aussi compliqué quand même pour les organismes de formation Hmm. de trouver des candidats
tuteurs, tout simplement parce que il y a des très bons sur le terrain, mais qui n'ont aucune fibre pédagogique et de transmission de savoir. Et donc, on peut être très bon sur le terrain et malheureusement réaliser un mauvais tutorat. Et d'autres qui peuvent être très bons pédagogues, mais sur lesquels il manque des notions, donc au niveau qui ont pris des mauvaises habitudes. Donc là, il faut savoir que les organismes de formation ont été certifiés et ont pu commencer à rentrer dans le cadre de la certification nouvelle ou extension, parce qu'il y a aussi des centres qui se sont montés pour faire que du tutorat, qu'à partir du 1er juillet 2024. Comme on le sait, la France, elle est à l'arrêt au mois d'août, hein, donc c'est comme si on avait commencé en septembre, on va dire, pour C'est faire le ça. tutorat. On a septembre, octobre, novembre, décembre, Ah, pour qu'ils puissent être certifiés en OFDI, pour pouvoir commercialiser, réaliser, trouver par des rapport à leur tuteurs. cursus de comment ça s'appelle, de recrutement de tuteurs pour voir qu'il n'y ait pas d'écart par rapport à la certification au FDTI parce que ce n'était pas clair pour tout le monde. Une fois de plus, cet élément-là, c'est vraiment quelque chose de nouveau et de très complexe parce qu'en plus, c'est que 2 lignes dans l'arrêté, alors que ça en méritait quand même un peu plus, cette nouveauté. Donc le fait est, c'est que tout le monde a travaillé d'arrache-pied pour essayer de mettre en place le plus rapidement possible, mais c'est pas évident et c'est pas facile. Et aujourd'hui, maintenant, je dirais attention, les diagnostiqueurs, ceux qui sont dans ce cadre-là, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Je pense que le 1er novembre, ça commencera à être vraiment tard pour pouvoir entamer la démarche de faire votre tutorat. Il faut quand même aller sur deux sites qui lui appartiennent. Donc c'est compliqué. Ouais, on y arrive Et vite le 1er il novembre. faut que le tuteur soit disponible. Effectivement, On a constaté Valérie. une autre problématique dans l'information qui nous remontait des diagnostiqueurs qui nous interrogeaient sur le tutorat, Mhm. à tous vouloir le réaliser avant le 31 décembre. Donc attention, fausse information, vous aviez bien 12 mois à compter de votre date de certification pour le réaliser. Donc, nous, on prend le temps et on prend le soin de poser la question de la date de certification DPE pour justement rappeler à ceux qui seraient pressés à vouloir absolument le réaliser avant le 31 décembre qu'ils ont peut-être jusqu'au mois de mars, jusqu'au mois d'avril ou jusqu'au mois de juin l'année prochaine pour pouvoir le faire. Alors, on va pas, comme on l'a dit tout à l'heure par rapport à la date du CSO, on va pas attendre le dernier mois pour réaliser son tutorat, on va essayer de l'anticiper un peu avant la réalisation du CSO. Mais par contre, effectivement, on va prioriser ceux qui, certifiés depuis juillet 2023, ont eu une extension jusqu'au 31 décembre pour le réaliser et qui, après cette date, seront coincés s'ils ne le réalisent pas. Merci Valérie pour ce rappel important, effectivement, pour beaucoup là qui sont un peu paniqués, effectivement. Mathias Lovaglio, nos journalistes direct, me rappelle qu'effectivement, on a bien une liste, hein, il a mis le lien sur les OF certifiés, notamment pour le tutorat. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ont déjà une offre, mais en tout cas, s'ils sont certifiés, c'est ils vont y aller aussi de leur côté. On a SE Formation, on a Erebus, etc. Voilà, donc on va clore ce webinaire, si vous voulez bien, il est 10h30, hein. Je crois que vous avez tous les trois des journées bien remplies en ce moment, hein. Donc, on va vous laisser à votre journée. Je vous remercie infiniment. Alors, j'aurais bien voulu qu'on finisse sur une note un peu positive sur les bienfaits de ce dispositif et de ce qu'il va améliorer en termes de montée en compétences. On fera un webinaire sur ça parce qu'il y a aussi à dire, hein, évidemment, tout n'est pas mauvais et négatif, bien sûr, mais là, on s'est vraiment concentré sur ces problématiques parce que c'est vraiment l'actualité du moment et qu'il y a vraiment un enjeu en ce moment. Voilà, merci beaucoup tous les trois, Céline Jacquemart, Valérie Merci. Keller, Merci à Cédric tous. Lecordier, pardon. Merci à tous les trois. Je vous souhaite une bonne journée. Le webinaire a été enregistré, donc il sera sur YouTube là tout à l'heure dans l'après-midi pour ceux qui voudront le revoir ou le voir. Merci à tous. Bonne journée à tous. Excellente continuation. Merci. À Merci. À bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir.